Chers collègues, cher Martin Badi, la sécurité informatique fait régulièrement la une de l'actualité, avec aujourd'hui l'attaque par des hackers du site du ministère de l'économie et des finances à Bercy, et demain, qui sait, celle de centres cruciaux de décisions politiques ou militaires. En fait, les questions de sécurité informatique touchent des pans de plus en plus vastes de nos activités publiques et privées. Le monde devient numérique, disait Gérard Berry, votre prédécesseur dans cette chaire. La sécurité informatique aussi, dans l'industrie, le commerce, la gestion de données médicales et bien d'autres domaines. La sécurité informatique, tel est le thème du cours et des séminaires que vous animerez dans le cadre de la chaire annuelle Informatique et sciences numériques que nous avons eu le plaisir de créer en partenariat avec l'INRIA, l'Institut national de recherche en informatique et automatique. Après des études à Stanford, où vous obtenez un PhD en informatique en 1987, vous devenez associé au département d'informatique de cette université. Vos recherches s'effectuent le plus souvent dans des laboratoires industriels chez Compaq, au Bell Laboratories de 1999 à 2001. Actuellement, vous êtes professeur à l'université Santa Cruz de l'Université de Californie et en même temps Principal Researcher chez Microsoft dans la Silicon Valley. Vos recherches ont porté sur 3 grands domaines: les langages de programmation, les méthodes de spécification et de preuve formelle des programmes et la sécurité informatique. Et ces 3 domaines qui étaient initialement dissociés s'entrelacent vers le milieu des années 90 et vos travaux actuels ont trait aux objets informatiques, théorie et programmation, ainsi qu'à la sécurité des systèmes informatiques. Il est tentant et sans doute un peu facile pour votre présentateur médecin de faire une analogie entre le monde de la sécurité informatique et celui de la santé. Pour une fois, nos langages vont se rejoindre, pas pour bien longtemps, hélas. Mais ne parlez-vous pas de virus, de contagion virale due à des attaques coordonnées et simultanées à grande distance de nombreuses cibles, de pathogènes masqués, anonymes? Leur identification est difficile car le choix qui a été fait dans le développement et la mise en œuvre des systèmes informatiques a été celui de la protection de l'anonymat et de la vie privée. Le traitement d'une attaque virale informatique ne peut être individuel. Comme en santé publique, les mesures thérapeutiques et de prévention doivent concerner toute la population exposée. En l'occurrence, une population particulièrement fragile, parce que les systèmes informatiques sont relativement ouverts, malléables et hétérogènes comme le web. La prévention d'une épidémie virale touchant les systèmes informatiques passe entre autres par la prescription d'antivirus qui doivent être régulièrement adaptés et remis à jour du fait des mutations rapides des virus induits par les hackers. Votre expertise et celle des prestigieux orateurs que vous avez invités à donner des séminaires permettront à vos auditeurs et aux nombreux internautes qui suivront vos cours en français et en anglais de suivre les derniers progrès en matière de sécurité informatique et nous vous en remercions. Monsieur l'administrateur, chers collègues, chers amis, mesdames, messieurs, si mon chemin vers le Collège de France peut sembler quelque peu inattendu, il ne me fait apprécier que davantage l'attrait unique de cette institution. J'en ai entendu l'éloge depuis longtemps et dans des pays lointains, même dans mon enfance en Argentine. Le Collège de France était alors pour moi un endroit légendaire, mythique. Je suis donc très heureux d'avoir cette opportunité d'être parmi vous cette année et je vous remercie de votre accueil chaleureux et de la confiance que vous m'avez témoignée en m'appelant à occuper cette chaire informatique et sciences numériques. Je tiens aussi à remercier l'INRIA qui a participé à la création de cette chaire et tous ceux qui ont encouragé ma venue. Je pense en particulier à Pierre Lulions qui a présenté mon dossier à l'Assemblée des professeurs et à mon prédécesseur Gérard Berry qui m'a si souvent guidé. Je pense aussi à bien d'autres informaticiens français que je ne puis tous citer. J'ai souvent admiré leurs travaux et j'ai parfois eu la chance d'y participer au fil des années. Leurs idées, leur amitié ont toujours beaucoup compté pour moi. Je comprends ma présence ici surtout comme une marque de votre intérêt et de votre ouverture envers ma discipline, l'informatique.
La création de la chaire informatique et sciences numériques en 2009 me semble naturelle et cohérente avec la mission du Collège de France, car le savoir en train de se faire aujourd'hui se fait souvent numériquement. Même si elle comporte une part de bricolage, comme d'ailleurs beaucoup d'autres disciplines, l'informatique a un contenu scientifique important et vivant. Vivant de par sa dynamique interne, mais aussi à cause de ses enjeux pratiques évidents et de ses liens avec d'autres domaines. L'informatique est une richesse scientifique que nous découvrons encore. Dans cette leçon et dans mon cours, qui porteront sur la sécurité informatique, ces enjeux pratiques seront souvent présents. Il suffit de feuilleter les journaux pour comprendre à quel point les questions de sécurité informatique nous concernent tous. Dans son cours de 2007-2008, Gérard Berry a expliqué avec lucidité et enthousiasme pourquoi et comment le monde devient numérique. La sécurité devient numérique elle aussi. Les questions de sécurité informatique sont centrales dans le monde militaire et dans le monde politique, où elles se posent depuis la naissance de l'informatique moderne. Citons notamment le travail d'Alan Turing et de ses collègues à Bletchley Park pour décrypter les codes allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Plus récemment, nous avons vu des tentatives de contrôle du débat politique sur Internet. Le cas de la Chine est bien connu, mais il n'est pas le seul. Même si les systèmes modernes de surveillance et de censure ne partagent pas le charme désuet de Bletchley Park, ils sont vastes et puissants. Enfin, la diffusion d'une masse de documents confidentiels par Wikileaks est d'une échelle tout à fait insoupçonnable avant l'informatique. Les questions de sécurité informatique sont également centrales dans le monde bancaire. Autrefois, les transactions numériques sécurisées étaient un souci seulement dans les systèmes internes des banques ou pour les échanges interbancaires. Maintenant, elles concernent directement les usagers qui accèdent au site web de leur banque. L'industrie, le commerce, la gestion de données médicales et bien d'autres domaines sont de plus en plus numériques. Nous craignons que l'intégrité et la confidentialité de l'information y deviennent fragiles. À l'heure actuelle, malheureusement, cette inquiétude semble largement justifiée. Les questions de sécurité informatique sont d'autant plus délicates que nous nous servons de systèmes relativement hétérogènes, relativement ouverts. Ces systèmes comprennent, entre autres, des ordinateurs personnels, des téléphones portables, des serveurs, d'énormes centres de calcul, des réseaux, avec partout du logiciel complexe et varié. Ces éléments sont gérés par des usagers et des administrateurs, indépendants les uns des autres et plus ou moins compétents. La sécurité informatique s'intéresse à chacun de ces éléments, à leur combinaison et à leur interaction. Nos systèmes modernes interagissent parfois avec des environnements hostiles et sur lesquels nous n'avons aucun contrôle direct. Nos ordinateurs ou leurs disques durs peuvent tomber dans des mains ennemies. Nous sommes branchés sur un réseau public plein de dangers. Sur ce réseau, le logiciel de base de notre ordinateur peut échanger des données, sans que nous le sachions, avec de petits programmes venus subrepticement de pages web suspectes. De plus, les usagers, les programmeurs et les administrateurs des systèmes ne sont eux-mêmes pas toujours très fiables. Pourtant, nous gardons souvent de très bonnes raisons pour préférer l'interaction, malgré ces dangers, aux anciens systèmes monolithiques fermés au monde. De manière générale, l'interaction est un thème central dans toute l'informatique. Interaction entre ordinateurs, interaction entre processeurs ou entre programmes, interaction des usagers avec des ordinateurs proches ou lointains, interaction entre usagers, par courrier électronique ou sur des réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Pour les usagers de notre siècle, l'informatique ne se restreint plus à être un outil pour de grands calculs numériques, scientifiques ou financiers, dans des centres spécialisés loin du monde. Elle fournit surtout un fantastique moyen de collaboration et de communication, et elle est omniprésente. L'interaction me paraît donc un objet d'étude légitime, voire incontournable, pour l'informatique en tant que science. La sécurité, dont traitera ce cours, est elle-même un aspect essentiel de l'interaction. Dans cette leçon, je vous propose donc d'entamer l'étude de la sécurité informatique. Pour cela, je commencerai par un exemple de la vie courante,
Je pourrais ensuite décrire brièvement le contenu du reste du cours. J'entrerai dans le vif du sujet, enfin, en donnant une idée des buts de la sécurité informatique, de certains de ses outils, pratiques et théoriques, et aussi de ses difficultés. Le problème bien connu du spam nous servira pour découvrir l'ampleur du sujet et certaines de ses dimensions. J'espère que ce problème s'avérera éphémère. En tout cas, une partie de ce que j'en dirai ici sera obsolète d'ici quelques années, tant ce problème est encore mouvant. Pourtant, certaines des idées et des techniques que nous rencontrerons datent d'avant le phénomène du spam, sont pertinentes pour d'autres problèmes de sécurité bien plus sérieux et resteront sans doute importantes à très long terme. Le spam coûte cher aux services de courrier comme Hotmail, Yahoo Mail ou Gmail, où il peut constituer près des 3/4 des messages reçus. Son volume est absolument énorme. Il s'agit de milliards de messages par jour. Chacun de ces messages, s'il est livré à son destinataire, dégrade la qualité de nos communications. Il s'agit souvent d'une publicité alléchante ou importune, mais parfois du premier pas d'une escroquerie. A priori, on pourrait croire que le spam ne pose pas un problème de sécurité très significatif. Il est sans doute moins redoutable que l'espionnage industriel ou le sabotage informatique d'infrastructures critiques. Pourtant, le spam met en jeu deux des notions centrales en sécurité informatique, l'authentification et l'autorisation. Ici, l'authentification consiste à décider de qui viennent les messages, l'autorisation consiste à décider s'il faut les livrer. Pour se défendre contre le spam, beaucoup de méthodes ont été inventées ou adaptées. Ces méthodes visent essentiellement à renforcer les dispositifs d'authentification et d'autorisation. D'une part, des filtres se servent de propriétés statistiques intrinsèques au message pour tenter d'inférer si ces messages sont légitimes. Par exemple, un filtre peut bloquer tout message avec le mot-clé Viagra. La liste des mots-clés est mise à jour par des techniques d'apprentissage automatique. D'autre part, indépendamment du contenu des messages, l'infrastructure de courrier peut tenter de bloquer ou juste d'entraver le flux de spam. Ainsi, dans des systèmes comme DKIM, le courrier est signé cryptographiquement par son auteur ou plus souvent par des intermédiaires qui endossent les messages et affirment que ceux-ci sont légitimes. On peut alors décider de ne pas transmettre ou de ne pas livrer les messages qui ne sont pas signés par des entités connues et fiables. L'infrastructure de courrier peut aussi tenter de bloquer, de décourager ou juste de ralentir les sources de spam. Par exemple, dans les tests que l'on appelle des tests de Turing inversé, ou plus précisément des CAPTCHAs, les services de courrier demandent aux usagers de transcrire quelques caractères peu lisibles. Ils ont l'espoir que cette tâche soit plus facile pour des usagers humains que pour des programmes qui voudraient envoyer un grand nombre de messages automatiquement. Si ces défenses ont souvent un contenu technique intéressant, les attaques sont tout aussi sophistiquées, voire véritablement high-tech, et elles évoluent sans cesse. Par exemple, des CAPTCHAs de plusieurs types ont été résolus par des progrès techniques dans la reconnaissance de caractères, OCR. Une autre méthode pour résoudre les CAPTCHAs consiste à monter une attaque par interposition de la manière suivante. Quand Hotmail, par exemple, présente un CAPTCHA à un attaquant, à son tour, celui-ci le présente à un usager qui peut se trouver à l'autre bout du monde. D'une façon ou d'une autre, l'attaquant prétend que l'usager aurait intérêt à résoudre ce CAPTCHA dans un autre but, par exemple pour accéder à un jeu érotique ou pour éviter que son ordinateur ne s'éteigne. Une fois que l'usager piégé a rendu la solution, l'attaquant n'a plus qu'à le transmettre à Hotmail comme si c'était lui qui l'avait trouvé. Bien que ce procédé puisse sembler complexe, l'attaquant le réalise automatiquement et surtout sans avoir à transcrire les caractères du CAPTCHA lui-même. Une troisième méthode consiste tout simplement à faire résoudre les CAPTCHA par des employés très mal payés,
à moins d'1 centime par solution. Quoique apparemment moins ingénieuse, cette troisième méthode est apparemment la plus efficace en ce moment. C'est vrai. Une partie considérable du spam provient de vastes réseaux d'ordinateurs contrôlés par des attaquants, presque toujours à l'insu de leurs propriétaires. Ces réseaux sont appelés des botnets et chacun des ordinateurs est un bot. Les botnets sont aussi utilisés dans d'autres buts, plus ou moins criminels ou politiques, comme l'attaque massive par déni de service, denial of service, contre l'Estonie en 2007. L'utilisation des botnets amplifie le pouvoir des attaquants et leur permet de mieux masquer leur identité. Un botnet peut compter des dizaines de milliers de bots, voire plus. Au total, on a parfois estimé qu'il y aurait des dizaines de millions de bots, peut-être 100 millions ou 150 millions déjà en 2007. Même si on ne peut pas trop faire confiance à de tels chiffres, ils donnent une idée de l'énormité du problème ou du moins de l'inquiétude qu'il suscite. Souvent, les messages d'un botnet sont chiffrés en utilisant les mêmes méthodes cryptographiques que les réseaux bancaires et les réseaux militaires. Par ce biais, le spam et les botnets nous fournissent un exemple inattendu d'application de la cryptographie moderne. Cet aspect des botnets nous permet aussi de présenter certains des personnages de notre drame. En cryptographie, nous parlons souvent de deux personnes fictives, Alice et Bob, qui souhaitent communiquer. Nous parlons aussi d'Alice, de Eve, qui voudrait écouter leur message, eavesdrop, et de Mallory, qui est prête à tout, même à se faire passer pour Alice ou Bob. Ces prénoms humains peuvent nous faire ressentir une certaine sympathie envers Alice et Bob, et en tout cas servent à motiver les problèmes de communication mieux que des lettres comme A, B, E et M. On suppose parfois que Alice et Bob sont honnêtes et bienveillants et se font mutuellement confiance. Ce n'est pas nécessairement le cas. Dans les communications au sein d'un botnet, en effet, Alice et Bob sont des bots qui conspirent pour envoyer du spam ou pire. Le travail des bots est typiquement coordonné par des ordinateurs, maîtres ou relais, qui se chargent collectivement de commander le réseau, command and control. Typiquement, ce ne sont pas toujours les mêmes qui commandent ou ils ne restent pas toujours aux mêmes adresses sur Internet, sinon il serait trop facile de décapiter un botnet. Parfois, une partie du contrôle des botnets est décentralisée en utilisant des méthodes pair à pair, P2P. Contre ces astuces et subterfuges des botnets, nous disposons de techniques de plus en plus puissantes pour détecter et comprendre leur activité, pour les bloquer et parfois pour les détruire. Par exemple, nous pouvons déceler des similarités et des régularités dans les actions des bots, pour ainsi le reconnaître, en déduire les alliances et mieux dépister et comprendre leurs attaques. Cela exige des calculs de très grande échelle qui analysent des milliards d'événements sur Internet en traitant des téraoctets, un téraoctet étant 10 à la puissance 12 octets. Cela s'accompagne aussi d'efforts juridiques qui visent généralement à démanteler la structure de contrôle des botnets, mais qui restent parfois inefficaces contre la formation de nouveaux botnets, parfois à partir des mêmes bots. Chacun de ces bots est un ordinateur dont la sécurité a été compromise grâce à des erreurs dans son logiciel, des erreurs de ses usagers ou les deux. Les moyens de réduire un ordinateur à l'esclavage sont assez variés, parfois spectaculaires, parfois bêtes et méchants. Par exemple, un usager peut recevoir une carte postale électronique avec des vœux de Noël ou une proposition amoureuse tentante. Si le nom de fichier dans cette carte postale est iloveyou.exe, cette carte postale contient un programme plutôt qu'une image et le programme se lance quand l'usager clique dessus. Le programme peut alors contacter les maîtres d'un botnet, puis suivre leurs ordres. L'ordinateur devient un bot.
Mais l'ordinateur reste vulnérable même si le nom de fichier est iloveyou.jpg ou iloveyou.pdf, indiquant de traiter la carte postale comme une image de type JPEG ou PDF. En effet, des erreurs dans le logiciel d'affichage des fichiers JPEG et PDF peuvent parfois permettre à un attaquant de prendre le contrôle d'un ordinateur. Comme nous le verrons dans le cours, même des erreurs apparemment minuscules et anodines peuvent s'avérer absolument catastrophiques. Par exemple, sur Windows, en 2004, un fichier JPEG corrompu pouvait lancer un programme. Plus récemment, en 2010, des failles dans le logiciel de gestion des fichiers PDF sur les iPhones et les iPads permettaient à un attaquant de prendre le contrôle de ses téléphones et de ses tablettes. Pour l'instant, retenons qu'un problème relativement modeste et banal, comme celui du spam, mène non seulement à des questions d'apprentissage automatique et de cryptographie, mais aussi au problème plus général de la correction du logiciel. Est-ce que les programmes se comportent conformément à leurs spécifications? Ce problème, auquel Turing s'attaquait déjà en 1949 dans son article Checking a Large Routine, a été traité avec ténacité depuis, souvent en suivant des approches à base de logique formelle. Retenons aussi que les usagers jouent un rôle essentiel et délicat en sécurité. Ces usagers sont souvent le maillon le plus faible de la chaîne. Par exemple, ces usagers sont enclins à lancer à peu près n'importe quel programme, surtout si ce programme peut être amusant et gratuit. De même, ils choisissent souvent des mots de passe faibles, faciles à deviner. Par exemple, dans une étude récente, on constatait que presque un usager sur 100 choisissait le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce qui est déjà beaucoup mieux que 1, 2, 3, 4, 5, un autre choix très fréquent. Pourtant, nous ne devons pas trop blâmer ces usagers, car la donne actuelle ne les incite pas nécessairement à prendre les bonnes précautions. Revenons à l'usager qui reçoit une carte postale avec une proposition amoureuse et supposons qu'il puisse se procurer un logiciel sûr qui, entre autres choses, traite correctement les fichiers JPEG et PDF et de plus cloisonne l'exécution des fichiers EXE, donc l'exécution des programmes, pour en limiter les effets néfastes. Il faut d'abord que l'usager fasse l'effort d'installer ce logiciel qui, par ailleurs, pourrait être moins plaisant à utiliser que le logiciel précédent. Il lui faut parfois payer l'auteur de ce logiciel. De plus, la sécurité accrue de nouveaux logiciels est difficile à prouver et elle ne présente pas nécessairement un bénéfice direct évident pour l'usager. Son ordinateur n'enverra plus de spam, mais lui, il en recevra tout autant. Il semblerait que ceci n'est pas très motivant. En somme, il ne suffit pas d'inventer des techniques astucieuses, il faut aussi que ces techniques soient faciles à utiliser correctement. Il faut enfin que ces techniques soient utiles, qu'elles vaillent la peine d'être mises en place pour ceux qui peuvent les mettre en place. La sécurité ne doit donc pas être envisagée seulement comme un problème individuel, mais aussi comme un problème social ou un problème politique. En ceci, elle ressemble assez à la santé. Les maladies de chaque individu ou de chaque ordinateur peuvent poser un danger pour les autres. Et comme le montrent les économistes qui ont étudié la tragédie des biens communs, the tragedy of the commons, les actions autonomes de chaque individu ne mènent pas toujours aux meilleurs résultats pour tous. Les marchés ne sont pas automatiquement une panacée, tout au moins en sécurité. Ceci est d'autant plus vrai que les acteurs de ces marchés se trouvent souvent dans des situations d'information asymétriques. Les usagers disposent rarement d'informations complètes et claires sur les menaces qui pèsent sur eux et sur la valeur des techniques de protection qui leur sont proposées. Malgré ces constats assez préoccupants, je pense qu'il ne faut pas désespérer.
nous pouvons tout au moins nous réjouir d'avoir trouvé un bon problème, un problème qui ne semble pas complètement insoluble, surtout si nous sommes prêts à tolérer un certain niveau de spam ou un certain niveau de fraude. De plus, les attaquants, même s'ils semblent tout à fait compétents et travailleurs, ne sont pas tous nécessairement des petits génies du mal. J'évoquais le fait que les botnets utilisent des méthodes cryptographiques modernes. Par exemple, dans le botnet dénommé Storm, les listes de proxies, qui sont des relais dans les structures de contrôle de Storm, étaient protégées avec la méthode cryptographique RSA. Dans RSA, un message M est chiffré ou signé, grosso modo, avec une exponentiation en arithmétique modulaire, en calculant M à la puissance E modulo N pour des nombres E et N bien choisis. RSA ne protège M que si le module N est difficile à factoriser. Typiquement, N est un produit de deux grands nombres premiers. À présent, on conseille que ce module ait au moins 2048 bits, soit 616 chiffres en numération décimale. Or, dans Storm, le module qui fut choisi était trop petit. Il n'avait que 64 bits et fut donc facile à factoriser. En somme, l'usage de la cryptographie RSA dans Storm était incorrect ou, dans le meilleur des cas, superflu, puisqu'il ne garantissait aucune protection réelle. Bon. Si j'évoquerai parfois le spam, les botnets et d'autres problèmes actuels pendant le cours, je ne compte pas faire concurrence aux journaux, ni concentrer mes efforts exclusivement sur les problèmes et les solutions les plus récents. Par contre, j'espère présenter de manière assez détaillée un certain nombre d'idées et de techniques en sécurité informatique. Selon un découpage possible du sujet, chaque leçon pourrait traiter d'un domaine d'application particulier. Une leçon pourrait expliquer le spam plus en détail, une autre pourrait porter sur les messages des banques, une troisième sur les messages des diplomates, encore une sur les messages des amants. Mais travailler par domaine d'application ne me paraît pas très efficace, tant des thèmes similaires, voire identiques, apparaîtraient partout. Par exemple, il s'agirait très souvent d'authentification, d'autorisation ou encore de cryptographie. Ceci nous rappelle que la numérisation se fonde sur les mêmes principes dans un grand nombre de domaines. Les attaques et les vulnérabilités sont aussi communes à tous ces domaines et elles en sont d'autant plus graves. Je préfère donc un autre découpage du sujet avec les tranches dans l'autre sens. Le cours décrira des modèles généraux de sécurité, des techniques et des mécanismes de protection et leurs garanties et leurs limitations. Le cours décrira en particulier les contrôles d'accès et traitera de la fiabilité du logiciel. Plus tard, il traitera aussi des protocoles cryptographiques pour communiquer sur des réseaux comme Internet. Il me sera évidemment impossible d'épuiser le sujet, mais j'espère tout au moins vous aider à y voir un peu plus clair et stimuler votre curiosité. Le séminaire devrait combler certaines des lacunes du cours et proposer d'autres points de vue. Il devrait aussi donner une opportunité de rencontrer quelques chercheurs brillants dans ce domaine. Avant de découper un sujet, il est pourtant utile de le cerner, de le définir. Pour la sécurité informatique, heureusement, ceci n'exige pas de concepts techniques particulièrement abscons. La sécurité informatique a beaucoup en commun avec la sécurité dans d'autres cadres que vous connaissez peut-être mieux. Je veux en souligner 4 caractéristiques. Premièrement, la sécurité est souvent encombrante et coûteuse. Les fossés autour des châteaux sont mal commodes, les firewalls aussi. Les coffres-forts peuvent coûter cher, le chiffrement aussi, du moins en termes de temps de calcul. Deuxièmement, la sécurité est rarement parfaite. Les signatures manuscrites sur les chèques peuvent être falsifiées.
même si elles conviennent assez bien à leur usage courant. On pourrait sans doute faire mieux que des signatures manuscrites, mais ce serait probablement moins commode ou plus cher. De même, malgré tous leurs défauts, les mots de passe sont souvent utiles pour authentifier les usagers de systèmes informatiques, surtout s'ils sont combinés avec d'autres méthodes d'identification. La sécurité dépend bien sûr de verrous physiques ou informatiques, mais elle dépend aussi de dispositifs pour surveiller, pour détecter les attaques, pour contrer ces attaques ou éventuellement pour en punir les auteurs. Finalement, les motivations des attaquants sont classiques. Certains veulent s'amuser, impressionner leurs amis ou se venger d'un employeur à titre individuel. D'autres, souvent plus organisés, veulent voler de l'argent ou surveiller un concurrent. Encore d'autres, pour la plupart des professionnels, surveillent des adversaires politiques ou s'infiltrent chez ennemis militaires. En somme, ces motivations sont peu liées à l'informatique. Pourtant, malgré ces points communs, la sécurité informatique a des caractéristiques bien spécifiques. Les attaques peuvent être montées à distance. La loi locale est généralement impuissante face à des attaques lancées de loin. La coopération internationale est souvent complexe et lente. Les attaques sont facilement automatisées et de très grande envergure. Elles peuvent affecter tous les secteurs de nos activités en touchant des cibles partout dans le monde très rapidement. Les attaquants restent anonymes assez aisément. Quelquefois, même l'origine géographique d'une attaque est difficile à établir. Ici, vous voyez dans la presse, il y avait toutes sortes de théories sur l'origine du virus Stuxnet. Quelquefois, il est difficile de savoir si une attaque provient de la Chine ou si c'est une attaque russe qui passe par des bots en Chine, ou peut-être un mélange des deux. Les sanctions éventuelles ont donc moins de pouvoir de dissuasion. Ces caractéristiques découlent en partie de propriétés intrinsèques de l'outil informatique, mais en partie aussi de choix qui ont été faits dans le développement et dans la mise en œuvre de cet outil. On saurait notamment concevoir des systèmes avec une plus forte notion d'identité et moins d'anonymat que nous n'en avons à présent sur Internet, au risque pourtant de compliquer la protection de la vie personnelle et la dissidence politique, ce qui serait pour le moins matière à polémique. Les attaques et les attaquants peuvent donc être difficiles à identifier, mais leurs buts sont en général assez précis. En revanche, même si un usager prudent se préoccupe de la sécurité de ses données et de son ordinateur, il reste souvent incapable de définir cette sécurité, de l'observer, de la mesurer. En ceci, la sécurité ressemble moins à la vitesse du calcul, qui est relativement facile à quantifier, qu'au bonheur, à l'espérance, au courage ou à la confiance. Descartes, dans Les Passions de l'âme, donne une première définition de sécurité que je me permets de rappeler ici. Il suffit de penser que l'acquisition d'un bien ou la fuite d'un mal est possible pour être incité à la désirer. Mais quand on considère, outre cela, s'il y a beaucoup ou peu d'apparence qu'on obtient ce qu'on désire, ce qui nous représente qu'il y en a beaucoup excite en nous l'espérance. Et ce qui nous représente qu'il y en a peu excite la crainte, dont la jalousie est une espèce. Lorsque l'espérance est extrême, elle change de nature et se nomme sécurité ou assurance. Bien que nous nous servions peu, ou même pas du tout, de cette définition de Descartes en informatique, elle n'est pas sans intérêt. Tout d'abord, elle montre que la sécurité est un concept qui peut et mérite d'être défini précisément. En outre, elle souligne bien le côté subjectif de la sécurité, qu'un système soit sûr ou non, qu'une attaque soit grave ou non, ou même qu'elle soit perçue comme une attaque du tout, cela dépend de ce que l'on espère du système. Mon collègue Chuck Thacker, qui est foncièrement réaliste, dit parfois que toute information entrée dans un ordinateur est de ce fait information publique. Avec ce point de vue extrême, la sécurité n'est jamais compromise, même si les tiers peuvent accéder à tous nos fichiers,
puisque ces fichiers ne contiennent que des informations que nous sommes prêts à partager. Chuck Tucker a reçu le prix Turing, qui est à peu près le prix Nobel de l'informatique, en 2010, en partie parce qu'il a créé la machine Alto, souvent considérée comme le premier ordinateur personnel. Il parle donc tout à fait en connaissance de cause. Je veux pourtant croire qu'il a tort et que nous pouvons espérer mieux. Les applications actuelles et futures des ordinateurs exigent des garanties plus fortes. Reste à fixer quelles pourraient être ces garanties et à développer les techniques pour les assurer. Nous voudrions bien sûr que les ordinateurs marchent parfaitement, sans panne, ni erreur, ni trou de sécurité. Pourtant, malgré de nombreux progrès, ce but semble encore lointain et probablement illusoire. Nous nous contentons donc de propriétés plus restreintes et nous concentrons nos efforts sur les parties critiques des systèmes. Nous nous intéressons surtout à 3 types de garanties: l'intégrité ou authenticité, le secret ou confidentialité et la disponibilité, availability en anglais. Dans un système où un émetteur Alice envoie des données à un récepteur Bob, l'intégrité exprime que les données que Bob reçoit sont bien celles qu'Alice lui a envoyées. Le secret exprime que seul Bob reçoit ces données et la disponibilité que les données passent, n'étant ni détruites ni détournées indûment. On dit parfois que l'intégrité est surtout importante pour les systèmes financiers, puisqu'on y voudrait l'authenticité des transactions. On dit aussi que le secret est surtout important pour les militaires et que la disponibilité est surtout importante pour les télécommunications. En fait, dans beaucoup de systèmes, dans beaucoup de politiques de sécurité, une bonne politique de sécurité doit requérir des propriétés des 3 types qui sont souvent interdépendantes. Par exemple, l'intégrité d'une page de Facebook dépend du secret, du mot de passe de son propriétaire. Dans le cours, nous verrons quelques définitions plus rigoureuses de certaines propriétés de sécurité. Nous verrons aussi un certain nombre de cas particuliers et de variantes intéressantes, comme l'anonymat ou la confidentialité des données privées, qui sont des formes de secret. Au-delà de l'intégrité, du secret et de la disponibilité, chaque domaine peut mettre en jeu des propriétés particulières. Les politiques de sécurité du vote électronique fournissent un exemple important à cet égard. Ces politiques de sécurité requièrent l'intégrité des votes et souvent leur secret. Si le vote est un droit, elle exige aussi la disponibilité du système de vote. En outre, pour empêcher le commerce des votes, elle demande qu'un votant ne puisse pas prouver à un tiers comment il a voté, même s'il le souhaite. Cette dernière propriété est plus délicate et certainement plus difficile à classer, ne serait-ce que parce qu'elle met en jeu le concept de preuve. Il ne s'agit pas exactement de preuve dans le sens traditionnel des mathématiques. Ce concept doit être repensé à la lumière des méthodes cryptographiques modernes, comme l'a expliqué Jacques Stern dans son livre « La science du secret ». Ici, je me bornerai à vous recommander vivement la lecture de ce livre. Mais considérons un peu plus précisément quelques propriétés de sécurité sur un exemple élémentaire. Dans cet exemple, nous supposons qu'Alice et Bob sont 2 usagers qui, chose rare, utilisent 2 ordinateurs complètement fiables, et nous nous intéressons à la communication entre Alice et Bob, ici réduite à l'envoi par Alice d'un seul message M à Bob. Si Alice et Bob disposent d'un canal de communication privé, il est relativement simple de garantir la sécurité de cette communication. Ce canal privé, que nous appellerons C, peut être réalisé par un câble reliant physiquement Alice et Bob, séparés d'Internet et de tout autre réseau.
Il faudrait bien sûr surveiller ce câble et le protéger. Si le parcours du câble long, une solution de ce type peut devenir très coûteuse. Nous verrons qu'il en existe d'autres plus habiles. Un premier pas dans l'analyse d'un tel système est de le décrire plus précisément. En informatique, il est courant de décrire des systèmes par des programmes. Le plus souvent, le but est d'exécuter ces programmes pour faire marcher les systèmes, mais la représentation programmatique est aussi très utile dans d'autres buts, pour mieux comprendre les systèmes en faisant des analyses informelles ou formelles de ces programmes. Dans l'autre cas, nous aurons besoin de décrire au minimum le fonctionnement d'Alice et de Bob. Nous aurons donc besoin d'un langage de programmation qui nous permette de transmettre des messages sur des canaux entre des composantes qui s'exécutent en parallèle, c'est-à-dire en même temps. Pour cela, un langage de programmation très simple mais très expressif suffira, un langage qui s'appelle un calcul de processus. Les calculs de processus ont été inventés pour donner une base théorique à la programmation parallèle, analogue à celle que nous avons depuis longtemps pour la programmation fonctionnelle. Ici, nous servirons du pi-calcul, un calcul de processus, qui n'a pas été inventé spécifiquement pour étudier les problèmes de sécurité, mais qui est particulièrement bien adapté à cette tâche. Il inclut notamment des moyens pour créer et utiliser des canaux de communication privés. En pi-calcul, nous décrivons notre petit système par ces trois définitions. Alice, Bob et système sont des processus. Dans la première ligne, CM représente l'envoi du message M sur le canal C. Pour simplifier, Alice ne fait plus rien après cet envoi. Dans la deuxième ligne, CX représente la réception d'un message X sur le canal C. Nous utilisons une variable X parce que Bob est prêt à recevoir n'importe quel message et non seulement M. Le symbole Q dénote le reste du comportement de Bob, c'est-à-dire ce qu'il fera après la réception du premier message sur C. Dans la troisième ligne, cette barre verticale est l'opérateur de composition parallèle qui fait que Alice et Bob s'exécutent en même temps. Le préfixe NuC génère un canal frais, un canal nouveau pour Alice et Bob. Ce symbole nu se prononce un peu comme le mot anglais new, d'où cette notation. L'essentiel est que ce canal frais soit privé pour Alice et Bob. L'opérateur nu fournit bien cette garantie. Comme une langue naturelle et comme tout langage de programmation, le pi-calcul a une syntaxe et une sémantique. La syntaxe explique quelle suite de symboles constitue des programmes bien formés. Par exemple, la syntaxe dit que toute parenthèse ouvrante est suivie d'une parenthèse fermante. Quant à la sémantique, elle s'intéresse à la signification des programmes. Il y en a plusieurs sortes, mais au minimum, une sémantique doit nous dire comment se comportent les programmes quand ils sont tournés. Par exemple, d'après la sémantique du pi-calcul, notre système évolue par la réécriture suivante. NuC CM en parallèle avec CXQ se réécrit vers NuC Q avec X égale M, ou puisque Alice est CM et Bob est CXQ, NuC Alice en parallèle avec Bob se réécrit vers NuC Q avec X égale M. La flèche dénote une étape de calcul. Dans cette étape de calcul, Alice disparaît et le calcul continue avec le processus Q où on remplace la variable X par sa valeur M, le message qui a été reçu. Dans notre petit exemple, la sémantique du pi-calcul montre bien que le message M est transmis. Elle montre aussi que seul Bob reçoit ce message et que seule Alice a pu envoyer ce message.
Et ces propriétés restent vraies même si nous plaçons notre processus, notre système, dans un contexte arbitraire, même si nous le composons en parallèle avec un processus Charlie qui représente un autre usager ou un processus Mallory qui représente un attaquant. Ainsi, la sémantique du Pi-calcul implique des propriétés de disponibilité, de secret et d'intégrité. En outre, la riche théorie du Pi-calcul nous fournit des outils pour énoncer ces propriétés rigoureusement, puis pour les prouver. Jusqu'ici, notre description du canal C prétend que ce canal est primitif et atomique, mais nous pouvons aussi le représenter plus finement, essentiellement dans le même langage, en décidant par exemple que les messages sur C sont en fait transmis sur un canal global que nous nommerons simplement Internet et qui sont protégés avec du chiffrement sous une clé partagée par Alice et Bob que nous nommerons K. Nous pouvons alors redéfinir notre système dans une variante du Pi-calcul en écrivant que Alice envoie le message M chiffré sous K sur Internet, Bob reçoit un message Y sur Internet, le déchiffre avec K, en tire un contenu X, puis lance Q. Enfin, le système est la composition parallèle d'Alice et de Bob avec une clé fraîche K. Ici, l'opérateur nu est appliqué à une clé plutôt qu'à un canal, mais avec le même effet. La clé est privée pour Alice et Bob. Chiffrer et déchiffrer sont des fonctions reliées par la propriété algébrique déchiffrer K chiffré KM égale M, ce qui veut tout simplement dire que quand on chiffre un message avec une clé, puis on le déchiffre avec la même clé, on retrouve le message original, ce qui implique que Bob obtient bien le message M qu'Alice lui a envoyé une fois qu'il a fait son déchiffrement. Cependant, avec cette dématérialisation du canal C, du fait que le canal C est devenu virtuel, nous perdons la propriété de disponibilité. Nous verrons dans le cours comment, sur Internet, il est parfois possible pour un attaquant de perturber le routage des messages en sorte que ces messages ne parviennent pas à leur destinataire. Ce problème se manifeste bien aussi au niveau du Pi-calcul. Nous pouvons y définir un processus qui voici. C'est un gobeur de messages récursifs qui est capable de recevoir tout message sur Internet et de l'absorber. Pour l'intégrité et le secret, par contre, il y a quelque espoir, à condition que Bob ne divulgue jamais la clé K. Sinon, un attaquant pourrait garder une copie du message chiffré, puis déchiffrer le message une fois qu'il aurait pris connaissance de K. Pour l'intégrité et le secret, il faut aussi, bien entendu, que les fonctions de chiffrement et déchiffrement soient sûres, c'est-à-dire qu'elles protègent bien M. Une possibilité pour traiter la sécurité de chiffrement est de suivre une approche formelle avec des équations symboliques comme celle-ci, et ensuite de poser l'hypothèse que l'application de la fonction de déchiffrement est essentiellement le seul moyen pour tirer le contenu d'un message chiffré. Cette hypothèse est bien commode, mais elle est un peu simpliste. Dans des approches plus fines et plus concrètes, étayées sur la théorie de la complexité, elle est remplacée par des hypothèses sur la difficulté calculatoire de casser le chiffrement. Par exemple, une hypothèse possible, nécessaire mais insuffisante, est que la fonction de chiffrement soit à sens unique. Ceci veut dire qu'un adversaire, dans le temps de calcul est borné, ne peut récupérer le contenu d'un message chiffré qu'avec une faible probabilité. Les bornes sur le temps de calcul et sur la probabilité sont exprimées comme des fonctions d'un paramètre de sécurité qui est lui-même lié à la taille des clés. Enfin, chaque approche a ses avantages, mais globalement,
elles ont mené à une meilleure compréhension des systèmes de communication sécurisés. Elles ont aussi mené à la découverte d'un grand nombre d'erreurs dans des systèmes. Nous disposons maintenant de méthodes formelles, rigoureuses, pour analyser automatiquement des systèmes bien plus intéressants que celui de notre petit exemple, comme le protocole SSL ou sa variante TLS, qui sont si importants sur le web pour accéder au site HTTPS. Certaines de ces analyses portent sur des protocoles qui sont programmés de manière assez réaliste dans des langages de haut niveau, puis sont traduits automatiquement, compilés vers des langages cibles comme le Picalcul, dans lesquels des travaux récents rendent l'épreuve largement automatique et rendent la recherche d'attaque aussi largement automatique. Comme ces résultats encourageants le montrent, la recherche en sécurité informatique s'intéresse bien aux problèmes liés à la pratique actuelle, mais elle comporte aussi des projets de très longue haleine. Elle s'appuie sur des outils mathématiques ou logiques, mais aussi sur des outils développés par et pour des informaticiens. Ces outils permettent de décrire le calcul, puis de raisonner sur le calcul et de calculer sur le calcul. En choisissant la sécurité pour sujet de ce cours, plutôt que d'autres parties de l'informatique, je mise sur son importance et sur son accessibilité. Je mise aussi et surtout sur votre bienveillance et votre compréhension. En effet, nous rencontrerons un certain nombre de difficultés. Tout d'abord, malgré l'abondance de faits divers passionnants, il est parfois d'avoir des données concrètes, complètes, fiables sur l'état actuel de la sécurité. Est-ce que les défenses d'une entreprise ont été percées? Par exemple, l'entreprise ne le sait pas toujours. Quand elle le sait, elle ne publie pas toujours beaucoup de détails. En janvier 2010, Google a révélé que son service de courrier Gmail subissait des attaques provenant de Chine. Bien que cette annonce ait causé un grand émoi et qu'elle ait suscité toutes sortes de théories, dont vous voyez certaines se contredisent les unes les autres, elle était accompagnée de peu de précisions. En outre, la sécurité est un sujet assez vaste qui s'entrelace avec d'autres parties de l'informatique, les langages de programmation, les systèmes d'exploitation, les réseaux, encore les bases de données. Il se sert d'un peu de théorie de nombres, de logique formelle, parfois même de sciences économiques. En somme, comme vous le voyez, il faut parfois se résigner à ne pas tout savoir, et en tout cas, il faut approcher le sujet avec quelque humilité. D'autres difficultés me semblent encore plus fondamentales et intrinsèques. Dans son cours de 2009-2010, Gérard Berry a expliqué le rôle primordial des modèles en informatique. Ces modèles sont essentiellement des ensembles de notions et de règles qui permettent de penser et de maîtriser le calcul dans sa conception ou plus tard pour son analyse. Mais ces modèles peuvent-ils tenir la route face aux efforts d'un attaquant qui n'y croit pas toujours et qui souvent gagne à les invalider? Quand nous considérons l'acharnement et l'ingéniosité des attaquants, nous pouvons bien en douter. Il me semble donc fructueux d'étudier systématiquement ce que les modèles disent, mais aussi ce qu'ils taisent, ce qu'ils sous-entendent ou ce qu'ils ne permettent pas de dire. En tout cas, il me semble important de prendre au sérieux aussi bien les modèles de sécurité que les attaques qui peuvent parfois se placer en dehors de ces modèles et peuvent les mettre en cause. C'est ce que je compte faire dans le cours que nous commençons. J'ai rarement eu la possibilité d'assister physiquement au cours du Collège de France. J'ai pourtant
suivi quelques cours brillants par Internet et j'ai aussi lu quelques leçons inaugurales pleines d'éclat et de savoir dans des disciplines diverses qui renforcent la joie que j'éprouve à me trouver parmi vous. Vers la fin d'une de ces leçons, Roland Barthes évoquait ses retrouvailles avec le roman La montagne magique de Thomas Mann qu'il venait de relire. Pour ma part, informaticien, j'ai plutôt relu les travaux de Butler Lampson et de Roger Needham, de pionniers en la sécurité informatique, qui m'ont profondément marqué. Cette leçon même en porte bien des traces. J'ai aussi relu des articles de Robin Miller, un grand informaticien décédé en 2010, qui était, entre autres choses, l'inventeur principal des calculs de processus qui nous sont si utiles. Miller soulignait l'importance de l'interaction dans l'informatique moderne et préconisait le développement d'une théorie logique de l'interaction. Il promettait que ceci aurait tout autant de charme que d'inventer la science de la navigation quand on est déjà à bord d'un navire. Ce programme scientifique, encore inachevé, doit conduire, entre autres choses, à une meilleure compréhension de la sécurité informatique. J'espère y contribuer et vous le faire partager. Merci.